Bonjour, bonjour à tous. Merci de cette invitation, de cette tribune. Désolé de ne pas pouvoir être physiquement à Paris aujourd'hui. Euh, Effectivement, ma présentation va nous ramener en Afrique et plus particulièrement dans la partie sahélienne de l'Afrique. Et je ne vais parler ici que de mon expérience personnelle et de ce que nous avons pu depuis bientôt 25 ans développer en termes d'adaptation des questions de construction, d'architecture, de logement, et plus largement de ce que nous avons pu développer en Afrique sahélienne. Le contexte sahélien euh, est extrêmement lourd. Question de démographie, c'est la partie du monde avec la démographie la plus importante. Les questions d'évolution, d'urbanisation, du village à la ville moyenne, principalement, parce que dans cette partie du monde, les villes moyennes continuent à grandir très vite et les villages deviennent des villes moyennes. Et il y a peut-être un meilleur équilibre, peut-être qu'ailleurs, entre les mégapoles et les villes moyennes. Euh, Venant du monde de la construction, j'ai retrouvé, il y a donc près d'un quart de siècle, une technique constructive qui a plus de 3500 ans et qui permet de construire la totalité d'une maison, toiture comprise, entièrement en terre, matériau local, qui s'inscrit bien dans les pratiques et les architectures vernaculaires du Sahel. C'est la voûte nubienne, euh, proposée il y a déjà donc plus de 3500 ans en Basse-Égypte pour déjà répondre à l'époque à des problèmes de manque de ressources de bois pour les charpentes. Euh, j'ai, avec des amis en Afrique, retrouvé, simplifié et standardisé cette technique qui offre une réponse aux défis modernes. Alors c'est intéressant, ça fait un pont entre l'Antiquité et les réalités antiques et les besoins modernes. Besoins qui touchent aujourd'hui, le Sahel, c'est 150 millions de gens. Euh, et, et 150 millions de gens qui n'ont pas accès à une architecture adaptée, loin de là. L'immense majorité des populations, des familles vivent dans des maisons soit faites de briques de terre et toiture tôle, soit briques de ciment et toiture tôle, soit briques de ciment et dalles béton. Évidemment, on comprend vite que dans ces pays, au regard de leurs économies, de leurs ressources, eh bien, tous ces produits qui sont très largement d'importation sont d'un impact extrêmement lourd sur les économies, les conforts, l'adaptation au changement climatique et même l'emploi plus largement, sans parler des contre-performances carbone, etc. Euh, cette architecture, elle est portée par des maçons et des apprentis qui sont issus du monde rural et on crée là un lien entre les villes et les campagnes quand des artisans et leurs équipes issues des villages apportent une solution euh, aux villes moyennes et aux quartiers périphériques des grandes villes. C'est intéressant là de voir la, la restructuration ou la structuration d'un lien fort, lien économique et lien culturel entre des acteurs issus du monde rural et les besoins des villes. La vraie question pour nous, euh, c'est, ce n'est pas finalement d'avoir une proposition, une bonne idée, mais c'est de prouver que cette bonne idée est effectivement une bonne idée en permettant de la diffuser à grande échelle. Euh, Moi, je suis arrivé dans ce programme en tant que constructeur. J'ai dû passer 10% de mon temps sur des questions techniques ou architecturales. Et aujourd'hui, notre proposition technique est bâchée, valide, valable, démontrée, alors que j'ai passé
90% de mon temps, enfin nous avons passé avec les équipes 90% de notre temps à réfléchir et à mettre en place une diffusion grande échelle. Et là, on est encore très très largement au milieu du gué. Il faudra encore peut-être une génération pour arriver à des résultats réellement probants et avec des impacts macro réellement importants. Nous avons choisi comme mode de diffusion le marché. Le marché et les trois composantes, et ces trois composantes, une offre, donc une filière, une filière constituée, autonome, endogène et croissante, une filière et les acteurs de la formation professionnelle qui l'accompagnent. Deuxième axe, c'est évidemment la demande. Après l'offre, la demande. Et avec des typologies de clients ou de maîtres d'ouvrage extrêmement différents, on n'approche pas les besoins ou la capacité d'implication d'un paysan qui va participer largement à la construction de sa maison à quelqu'un de la middle class qui, en ville, va attendre quelque chose de clé en main ou un bâtiment communautaire, santé, éducation, agriculture, administration, etc. Donc, il faut accompagner, sensibiliser et accompagner les différentes clientèles euh, afin de construire un lien fort entre la filière et ses clients. Puis le troisième axe très important, c'est l'environnement d'affaires, avec une multitude de parties prenantes, euh, aussi bien acteurs politiques que partenaires de développement, que acteurs de la société civile, qu'acteurs des médias, et ça tout autant au niveau local qu'au niveau régional, national et international. Euh, on a mis en place un programme de diffusion qui s'appuie sur des méthodologies que l'on a dans une approche de construction-action euh, et dans une dynamique itérative, petit à petit fait évoluer et renforcer méthodologie d'émergence d'un marché. Et aujourd'hui, nous sommes déployés sur 5 pays, le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Ghana, et d'une certaine façon aussi en Mauritanie. Et nous sommes arrivés à dépasser un chiffre un peu symbolique qui est l'ouverture de 1000 chantiers par an. Euh, Ça, c'est tout à fait unique, je pense, sur un secteur de l'éco-construction en Afrique. Malheureusement, les, les difficultés politiques et de relations entre les États aujourd'hui, entre la France et les pays africains de la bande sahélienne, l'Europe et ces mêmes pays, euh, font que c'est peut-être beaucoup plus compliqué encore aujourd'hui qu'il y a quelques mois ou quelques années pour travailler là-bas. Mais toute contrainte nous est grâce. Cela nous force à être toujours plus ingénieux, à nous appuyer toujours plus sur les forces vives locales euh, et nos partenaires et nos collègues et cela force à ce que nos approches méthodologiques s'inscrivent toujours plus avant dans les réalités socio-économiques et culturelles des pays sur lesquels collectivement on agit. Euh, voilà, évidemment que cette approche, tout ce programme, cette proposition technique, euh, elle est en même temps réduite, entre guillemets, à cette bande sahélienne, même si nous savons qu'aujourd'hui, on pourrait déployer notre programme dans d'autres régions de l'Afrique, toutes les régions de climat un peu sec, à part la partie subtropicale, et puis dans d'autres pays du monde, sur d'autres continents. Euh, mais c'est vraiment en même temps quelque chose d'important parce que on voit à quel point et tout est lié. Aujourd'hui, les grandes questions de migration, de friction politique, de terrorisme, les questions évidemment autour du climat, atténuation, mais aussi adaptation,
les questions de développement de ces pays, tout ça finalement fait corps dans une vision globale. Et donc, d'une certaine façon, l'exemple du programme de la voûte nubienne, il est intéressant parce qu'il a dépassé un simple stade de pilote et qu'il est déjà dans une phase de changement d'échelle. Et en même temps, peut-être que par son approche méthodologique, il apporte quelque chose d'un peu exemplaire. Je vais donner l'exemple de quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui, qui me semble assez intéressant et assez passionnant et qui réinscrit notre programme dans sa globalité. C'est l'idée de développer des outils autour de la finance carbone, et outils qui devraient permettre en même temps de renforcer la diffusion du marché du concept de voûte nubienne en Afrique sahélienne, en même temps d'apporter de réels impacts en termes d'atténuation, mais aussi de développement local et d'adaptation des populations, tout en impliquant les acteurs du Nord, le monde, les entreprises et peut-être plus globalement les citoyens. L'idée, c'est que les Africains ont, comme nous, besoin, afin que le marché de la voûte nubienne, afin qu'il grandisse, il y a besoin d'incitation. Exactement comme on l'a aujourd'hui sur les questions de construction, des prêts à 0%, des ristournes sur les devis de travaux de chauffage ou d'isolation, etc. Ces mécanismes d'incitation sont extrêmement importants et nous, on a commencé à le développer, mais évidemment, dans une question de passage à l'échelle, se pose la question du financement, de l'élargissement des possibilités de financement de ces incitations à l'éco-construction. On parle de 300 € par famille et par maison, hein. Et c'est en même temps quelque chose d'extrêmement vertueux parce que ça permet non seulement la prise de décision des familles, mais aussi la garantie de salaire des ouvriers, des artisans, la croissance de leur business model, des impacts économiques locaux, de l'adaptation donc, etc. Et donc l'idée, c'est une incitation permet une maison, la maison elle-même a un bénéfice carbone auquel sont associés les co-bénéfices des développement et adaptation, et ceci est transformé dans un produit un peu novateur en termes, un produit de compensation novateur. La compensation est largement décriée, mais c'est pas tellement la compensation qui devrait être décriée, mais c'est l'usage qu'on en fait. Euh, et là, on a un produit qui, je me répète, intègre atténuation, adaptation et développement. Et le financement de cette compensation carbone est réinjecté dans des mécanismes d'incitation. Voilà, c'est assez nouveau. Si on arrive à mettre ça en place de manière un peu solide, ça serait la première fois, en tout cas en Afrique sahélienne, que des citoyens eux-mêmes et les États participent à un mécanisme de financement carbone endogène. On a de grands espoirs dans l'émergence de ces outils qui permettraient une accélération importante de la croissance de notre programme. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant et je reste à disposition pour des questions.